Compte rendu de la 47e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 13 juin 2025 au village de Congrès dans la ville de Kolwezi en province du Lualaba, la 47e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'encadrement de l'exploitation artisanale. Il est revenu au président de la République de constater au cours de son séjour dans la province du Lualaba que de nombreux concitoyens impliqués dans l'exploitation minière artisanale dans différentes zones minières du pays, particulièrement dans cette province, rencontrent de sérieuses difficultés dans l'exercice de leurs activités. Ces compatriotes, dont les efforts visent à subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille, se retrouvent souvent privés des zones d'exploitation artisanale viables au sens de la loi, conduisant ainsi leurs activités dans des périmètres d'exploitation minière dévolus exclusivement aux entreprises minières, ce qui débouche inéluctablement à des tensions de cohabitation et des préservations des intérêts de chaque partie. Au surplus, des opérateurs économiques profitent de cet état de fait pour abuser de ces intrusions dans les périmètres dédiés à l'exploitation industrielle afin d'alimenter des entités de traitement ou encore des sociétés minières derrière le label d'exploitation artisanale frauduleuse, ce qui est inadmissible. La précarité des conditions sociales des créateurs artisanaux constitue une menace non négligeable du climat social et une source d'insécurité favorisant la manipulation de ces derniers par des politiciens sans scrupules avec pour conséquence de décourager les investissements et saper les efforts de développement socio-économique entrepris jusqu'ici. Par ailleurs, le président de la République a tenu à rappeler les monopoles de l'entreprise générale du cobalt dans la commercialisation de la production artisanale des substances minérales stratégiques et les rôles dévolus à l'autorité des régulations et contrôle des marchés de substances minérales stratégiques ARECOMS qui complètent ensemble les dispositifs légaux relatifs à l'encadrement et l'exploitation et la commercialisation de substances minérales stratégiques telles que le cobalt ou encore le coltan. Bien qu'il y ait une décision courageuse de l'ARECOMS sur l'encadrement de l'exploitation du cobalt prise en février dernier, il y a une nécessité impérieuse de pouvoir doter nos instruments décisionnels comme ARECOMS et Entreprise Générale du Cobalt et bien d'autres de moyens permettant la mise en œuvre d'une éradication des abus souvent identifiés dans les secteurs miniers artisanaux, en particulier celui du cobalt au Lualaba. Face à ces constats, le président de la République estime qu'il est impérieux que le gouvernement prenne des mesures de redressement adaptées afin de promouvoir une exploitation artisanale minière responsable, structurée, respectueuse de lois et des normes sociales et environnementales et contributive au développement économique. Il s'avère nécessaire d'envisager la délimitation de périmètres spécifiques réservés exclusivement à l'exploitation artisanale ainsi qu'un cadre organisationnel permettant à ces exploitants de travailler dignement. Le président de la République a tenu une réunion à ces propos avec les principales parties prenantes du processus décisionnel public dans ces domaines, à savoir le ministre de Mines, la gouverneure de la province du Lualaba, les dirigeants de l'ARECOMS, ceux de la GECAMINE, ceux de l'EGC, afin de prendre des mesures urgentes pour endiguer les effets pervers dénoncés
dans l'exploitation artisanale et ce dans les plus brefs délais. Le ministre des Mines devra identifier diligemment les zones d'exploitation artisanale susceptibles de rencontrer les attentes du secteur, convenir avec des entreprises minières dont la GECAMINE, de définir les zones cibles pour encadrer avec les concours des GC des activités artisanales ponctuelles dans les respects de droits de toutes les parties, mettre en application scrupuleuse toutes les dispositions relatives aux entités des traitements, y compris celles coercitives, pour endiguer les phénomènes de fraude par l'alimentation des usines au moyen des minerais venus de l'exploitation artisanale qui contournent les monopoles de l'entreprise générale du cobalt. Contribuer à renforcer les moyens financiers et réglementaires nécessaires d'ARECOMS en collaboration avec le ministre des Finances, les ministères du portefeuille, EGC GECAMINE et tout organisme sous sa tutelle aux fins de contribuer à l'encadrement de l'activité artisanale selon les normes édictées. L'EGC et la GECAMINE devront renforcer leur collaboration financière et conclure des partenariats permettant à EGC d'exercer son monopole des négoces de la production artisanale de substances minérales stratégiques. L'ARECOMS, conformément à ses attributions, fera le suivi et les contrôles de la mise en exécution des différentes mesures permettant de mieux réguler l'accès et la commercialisation, la production du cobalt, y compris la production artisanale. La gouverneure de province, avec l'appui du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, devra prendre des mesures de police et d'accompagnement nécessaires pour assurer un climat de paix sociale et un environnement de sécurité pour réduire les abus par les exploitants artisanaux et contenir les invasions illégales des périmètres dédiés à l'exploitation industrielle. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'organisation du premier festival de musique et du tourisme en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, par sa richesse culturelle, artistique et naturelle, se positionne comme un acteur majeur de la scène culturelle africaine et mondiale. Sa musique, emblématique et influente, ainsi que son patrimoine touristique exceptionnel font partie des atouts stratégiques à promouvoir pour valoriser l'image du pays et renforcer l'attractivité nationale. Dans cette optique, il a salué l'organisation par le gouvernement avec l'ONU Tourisme, en partenariat avec l'ONU Tourisme, du 16 au 18 juillet 2025, du premier festival mondial de la musique et du tourisme, un événement d'envergure internationale qui se tiendra sur les sols congolais sous le thème de la route de la rumba. Ce festival sera un cadre d'échange, de découvertes et d'expériences immersives. Il constituera une plateforme d'échange, de découvertes et d'expériences immersives. Il constituera une plateforme inédite pour mettre en lumière la richesse et la diversité de notre culture ainsi que les immenses potentialités touristiques de notre territoire. Il vise notamment à promouvoir les talents musicaux congolais sur la scène internationale, à valoriser les sites touristiques majeurs de la RDC, à attirer les investisseurs et visiteurs étrangers, à générer des revenus durables pour les secteurs de la culture et du tourisme, à renforcer l'image de marque de la RDC à l'échelle mondiale afin de faire d'elle une destination aussi bien d'investissement qu'une destination touristique. Il a noté que ce festival sera organisé dans la ville de Kinshasa, devenue ville créative de l'UNESCO dans les domaines de la musique depuis décembre 2015 et porte-étendard de la musique congolaise dans toute sa diversité, dont la rumba congolaise placée sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO depuis décembre 2021. Cette musique a franchi les frontières nationales et fait la renommée de la RDC
créant en même temps une culture particulière à capitaliser du point de vue touristique et économique. À cet effet, le président de la République a instruit la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que celui du Tourisme, à s'investir pleinement dans la préparation et la réussite de cet événement mondial en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes, dont les autorités provinciales de la ville de Kinshasa. Un rapport détaillé sur l'état d'avancement des préparatifs est attendu dans un délai de 15 jours afin de permettre un suivi rigoureux et un accompagnement efficace par les instances gouvernementales. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre et chef du gouvernement est revenue sur l'an 1 de son équipe depuis son investiture par l'Assemblée nationale conformément à la Constitution de la République le 12 juin dernier, 2024. Au nom de tous les membres du gouvernement et aux siens propres, elle a tenu à exprimer une nouvelle fois sa gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en elle et à toute son équipe. Elle a remercié personnellement le champion de la masculinité positive d'avoir inscrit sa modeste personne dans l'histoire de notre pays comme la toute première femme nommée première ministre chef du gouvernement de la République. Depuis son investiture, notre gouvernement s'est attelé à rencontrer les préoccupations profondes de nos populations et à agir avec ardeur pour une nation plus forte, plus juste et tournée vers un avenir radieux. Elle a, à titre indicatif, rappelé quelques avancées enregistrées dans divers secteurs de la vie nationale, notamment, sans être exhaustive, la protection du pouvoir d'achat de nos populations par la stabilité du taux de change et la réduction de l'inflation, la baisse de prix de produits de première nécessité, la fixation du SMIC établi à CDF 14 500 à partir de mai 2025 avec un réajustement prévu à 21 500 de janvier 2026. L'augmentation significative de nos réserves de change, la réduction du train de vue des institutions, l'augmentation des crédits alloués à l'investissement, notamment pour les secteurs industriels, la mise en œuvre du processus de rationalisation de la parafiscalité, la diminution du prix du carburant à la pompe, la poursuite du programme de développement à la base des 145 territoires, la mise en œuvre du programme de la gratuité de la maternité et prise en charge de nouveau-nés dans le cadre de la couverture santé universelle, la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, la réforme et la modernisation de la fonction publique. Le retour de notre pays sur la scène internationale grâce à une diplomatie agissante impulsée par le président de la République, l'augmentation de la solde des militaires et des policiers, le satisfecit de la 6e revue du programme formel avec les SMI et la conclusion d'un nouveau programme soutenu par la facilité élargie des crédits et du programme pour l'accès aux fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité, permettant à notre pays de mobiliser plus de 2 milliards de dollars américains. La relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique des Kakobola et les financements du projet INGA, etc. La Première ministre a souligné que la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et dans d'autres parties du territoire national reste un défi majeur pour le gouvernement. Résolument rangés derrière le garant de la nation, nous sommes conscients de la nécessité de redoubler les efforts pour mettre fin à l'insécurité dans toutes ses formes, de restaurer la paix, devant permettre à nos populations de vivre dans la stabilité et la prospérité, a déclaré la Première ministre. Elle a ainsi appelé à chaque membre du gouvernement à davantage plus de responsabilité, de patriotisme, de loyauté envers les garants des institutions pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des différents piliers du programme d'action de gouvernement afin d'améliorer le bien-être du peuple congolais. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
a présenté les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué, notamment par l'accueil chaleureux de la population du Lualaba, qui traduit une adhésion de l'opinion nationale dans les actions du président de la République, spécialement l'organisation de la 12e session de la conférence de gouverneurs avec pour thème la santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable de province, indiquant le grand intérêt et l'attachement de la haute hiérarchie pour l'amélioration du niveau de vie sociale et du bien-être de la population. Le retentissement du succès diplomatique et des victoires remportées par la République démocratique du Congo grâce à la détermination du président de la République dans son combat pour faire triompher la voix de la raison contre les manipulations de l'opinion internationale par le Rwanda reconnu comme pays agresseur. La condamnation unanime par l'opinion nationale et internationale des violations des droits de l'homme, exactions et exécutions sommaires des populations dans les zones sous occupation rwandaise, comme les cas du compatriote qui a reçu une balle dans les quartiers Mosala, commune de Katutu, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Au fin de répondre à la montée du banditisme et de la criminalité dans les principales villes et agglomérations urbaines, il a indiqué que le ministère de l'Intérieur et Sécurité a pris l'initiative de rendre effectifs les comités provinciaux et locaux de sécurité dans le cadre de la gouvernance sécuritaire à la base, rendant ainsi responsables les communautés et les forces vives de la société civile. Après les provinces de Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Kwango, la province du Lualaba a bénéficié de la formation des animateurs de ces entités territoriales et le lancement de cette nouvelle stratégie comme instrument pour affronter la problématique sécuritaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a rassuré que le gouvernement de la République réitère son engagement à protéger la population et à garantir la sécurité publique et invite ainsi les citoyennes et citoyens à collaborer avec les forces de défense pour éradiquer durablement ces fléaux. Il a conclu son rapport en abordant les questions relatives aux catastrophes et aux sinistres ainsi qu'à la situation aux frontières. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a passé en revue la situation sécuritaire qui demeure relativement calme dans les zones affectées par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces négatives, notamment dans les provinces de l'Est et celles du Maïndombe, à l'exception de quelques poches où des combats sporadiques persistent. Toutefois, il a précisé que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent un dispositif d'alerte maximale afin de surveiller de près le mouvement des groupes armés, en particulier ceux de la force d'agression RDF M23. Des instructions fermes ont été données aux commandants des axes FARDC afin d'assurer la protection de populations civiles, particulièrement celles de la communauté Banyamulenge et des Fizi, ciblées par une manœuvre de déstabilisation orchestrée par des agresseurs rwandais et leurs supplétifs dans le but de discréditer les forces armées de la République démocratique du Congo et les volontaires pour la défense de la patrie à travers les massacres planifiés. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a fait le point de cette situation en République démocratique du Congo, essentiellement celle liée au Mpox et au choléra. Par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 22e semaine est marquée par une augmentation des cas suspects, passant de 653 à 745. Du début de l'année 2024 jusqu'à cette période, les cumuls est de 8 672 cas, dont 22 372 cas confirmés. Les dispositifs de riposte est opérationnel et la vaccination se poursuit. Quant au choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 22e semaine épidémiologique est aussi marquée par une hausse du nombre de nouveaux cas.
Depuis les débuts de l'année jusqu'à la 22e semaine, le cumul des cas est de 28 344, dont 582 décès. Les opérations de riposte se poursuivent également. Par ailleurs, il a été rappelé que la ville de Kinshasa fait face à une résurgence épidémique du choléra avec 4 zones de santé rapportant de cas suspects confirmés. Il s'agit de Makala, Ngiringiri, Kokolo et Limete. De la 16e jusqu'à la 22e semaine épidémiologique, les cumuls des cas suspects de choléra est de 30, dont 7 confirmés, 14 décès. Pour terminer, le ministre de la Santé publique a passé en revue les points sur les épidémies de rougeole, de choléra et des mpox qui sévissent dans la province du Lualaba, ainsi que des actions menées et les défis à relever. Note d'information relevant du secteur de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil les résultats encourageants de l'observation de prix de biens de grande consommation au premier trimestre 2025 via l'application Talo. En effet, ils mettent en évidence une stabilité globale de prix à Kinshasa malgré quelques hausses significatives sur 2 produits stratégiques. Le haricot a enregistré une hausse moyenne de plus de 38%, principalement à raison de l'instabilité dans les zones d'approvisionnement, notamment Goma. Le poisson salé qui a connu une augmentation de 13,7% de son prix moyen, ce qui est une tendance saisonnière constatée chaque année. Par ailleurs, plusieurs produits ont affiché une légère tendance à la baisse, notamment les chinchards, le sucre blanc importé et les cuisses de poulet congelées. En sus de l'observation à Kinshasa, un suivi ciblé a été réalisé dans les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, où la farine de maïs constitue un produit stratégique de première importance. Les données recueillies entre février et mai 2025 indiquent une baisse généralisée de prix allant de 1 à 15%, aussi bien pour les farines locales que les farines importées. À Likasi, les prix sont restés particulièrement stables et bas grâce à une logistique plus fluide, à la proximité des zones de production et à la relative absence de tracasseries administratives. Au-delà de sa mission de surveillance des prix, l'application Talo évoluera au second semestre 2025 pour intégrer un module de suivi des statistiques sur les approvisionnements. Les producteurs, importateurs et grossistes pourront transmettre mensuellement la situation de leur stock, y compris le point de stockage, les quantités disponibles ainsi que les statistiques de vente. Par ailleurs, le vice-premier ministre a rassuré que le plan d'extension du dispositif Talo des prélèvements de prix à l'échelle nationale est en cours grâce à une collaboration avec les cellules d'analyse des indices de développement de la primature CAID. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a fait la mise à jour de la situation de la prise en charge par le gouvernement de l'intégralité de frais de participation aux épreuves certificatives des élèves de province du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Lituri. Face à l'urgence de la situation et au risque de perturbation du calendrier national de ces épreuves, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, a sollicité la diligence du Conseil pour la matérialisation effective des engagements restants dans ce cadre afin de garantir l'équité entre tous les finalistes des provinces affectées par les conflits armés, éviter la désinformation sur le terrain et protéger les responsables des différents secteurs et assurer un climat serein pour la poursuite du processus d'évaluation. Elle a obtenu à ses propos l'aval du Conseil. Note d'information relevant du secteur de l'intégration régionale. Le ministre de l'intégration régionale a présenté au Conseil les informations sur la tenue prochaine du 9e sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements des États membres de la CIRGL à Kinshasa. Brossant l'évolution du processus en cours, il a annoncé
la visite de travail à Kinshasa du 16 au 20 juin 2025 du secrétaire exécutif de la CIRGL pour échanger avec les hautes autorités sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, les modalités pratiques de l'organisation du prochain sommet de la CIRGL, de la situation financière ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. Au sujet de la présidence rotative de la CIRGL prévue à l'article 23 de son pacte, la République d'Angola, qui l'assume actuellement, a largement dépassé les délais légaux de 2 ans et à sa 4e année. En effet, la RDC se prépare à occuper le poste de la présidence tournante de la CIRGL, conformément aux résolutions pertinentes du rapport de la 18e réunion du comité interministériel régional des pays membres de cette organisation tenue à Luanda le 24 novembre 2024, ainsi que la notification du désistement de la République du Burundi à assumer la présidente tournante de cette organisation au profit de notre pays. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a approuvé le relevé des décisions prises lors de la 46e réunion du Conseil tenue le 6 juin 2025. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier relevant du secteur du plan, le vice-premier ministre, ministre du plan, a soumis au Conseil les dossiers relatifs à l'opérationnalisation du mécanisme national de suivi et d'évaluation des actions. En effet, ce mécanisme est conçu pour améliorer la coordination, la transparence et l'efficacité dans la mise en œuvre des décisions du gouvernement à travers un système intégré de suivi, d'analyse et de reporting. Il vise à assurer la lisibilité des actions gouvernementales et leur impact sur la population, à renforcer la redevabilité des ministères en matière de mise en œuvre de leurs engagements, à améliorer la coordination intersectorielle autour de priorités gouvernementales et à produire des données factuelles sur l'état d'avancement des politiques publiques, à appuyer les décisions stratégiques du gouvernement sur la base des évidences. Le vice-premier ministre a également expliqué dans les détails l'architecture du dit mécanisme, son fonctionnement, les innovations y apportées, ainsi que les prochaines étapes pour permettre son implémentation. Il a terminé son intervention en invitant le gouvernement à s'approprier formellement ces mécanismes et son outil d'accompagnement, les CISAG, comme outil national de suivi et évaluation des actions gouvernementales, mais aussi à apporter les soutiens nécessaires pour le déploiement optimal du système. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, projet de décret relevant de la coopération internationale, la ministre déléguée près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale soumis au Conseil pour examen et approbation le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un portail de coopération entre la République démocratique du Congo et ses partenaires extérieurs dénommé Portail COP RDC. Il constitue une vitrine internationale d'appui à la présentation de la cartographie des besoins exprimés par les ministères sectoriels et consigné dans le plan national stratégique de développement PNSD, élaboré par les ministères ayant le plan dans ses attributions, ainsi qu'un dispositif de centralisation, de manifestation d'intérêt et intention de partenariat de coopération pour une meilleure orientation de partenaires extérieurs vers les ministères sectoriels. Elle a précisé que le portail COP-RDC permet de collecter les données disponibles sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires de la République démocratique du Congo, principalement dans les domaines de la coopération économique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Je voudrais rappeler que le Conseil de ministres de ce jour a débuté par le vœu du gouvernement exprimé au président de la République à l'occasion de son anniversaire, mais aussi par le vœu formulé par les présidents de la République au gouvernement souminois pour la première année depuis son investiture le 12 juin 2024 dernier. Commencé à 15h21,
La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h53. Je vous remercie.